Donc comment on arrive à instiller comme ça progressivement dans l'échelle collaborative ou dans l'échelle individuelle ces capacités à aborder le changement? C'est une vaste question. Alors, je ne sais pas par quelle prendre ma réponse, si ce n'est que ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur ces problématiques, que j'ai commencé par un outil très collaboratif qui était celui du blog, avant de m'orienter essentiellement sur le journalisme. J'ai abordé au cours de mon parcours différents sujets qui sont d'abord tout ce qui est économie locale, avec les démarches de locaborisme, etc., donc, par une entrée autour de l'alimentation. Avant, au moment de la COP 15 à Copenhague en 2009, de vraiment plonger justement dans le début de cette économie collaborative avec tous les collectifs de citoyens, d'ONG qui se mobilisent et qui, à leur manière, montrent que les alternatives existent, qu'il y a des choses qui se passent dans les territoires et que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun peut prendre la parole et valoriser, devenir son propre média. Et là-dessus, on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, après avoir travaillé pendant 5 ans sur ces questions collaboratives, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment m'intéresser à ces dimensions justement de médias et de journalisme. Alors, vous avez utilisé le terme de journalisme positif. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Journalisme aussi d'impact. Journalisme citoyen, constructif. Il y a beaucoup de termes pour qualifier cette façon de promouvoir les alternatives. Je ne sais pas trop si je les aime, ces termes-là. Je pense que c'est important pour faire progresser la pensée. Mais aujourd'hui, on a vu hier soir, il y avait le lancement du média avec des journalistes qui se disent désireux de faire du journalisme engagé. En parallèle, il y a les équipes de Revue 21 ici qui sont en train de lancer l'hebdomadaire Hebdo, sans H, en janvier, et qui eux disent on ne peut pas faire un journalisme d'opinion et ainsi nous rapprocher du public et raconter vraiment ce qui se passe sur le territoire, alors que les événements des derniers mois, notamment aux États-Unis avec l'élection de Trump, nous prouvent qu'on a une sorte de distance vis-à-vis de ce qui se passe sur le territoire. Donc voilà, il y a une réflexion très riche là-dessus qui prouve que, en effet, entre une approche peut-être un peu d'élite, comme Laure Belot avait pu le dénoncer, la déconnexion des élites et des approches citoyennes qui se multiplient, mais il y a peut-être des nouveaux chemins à tracer. Donc moi, dans tout ça, j'expérimente, je relaye. Depuis longtemps, je sens qu'il y a une appétence pour ces questions et ces sujets. Après, il faut faire attention aux effets de vase clos. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme tout le monde peut prendre la parole, on a aussi parfois le risque de rester dans sa propre communauté. Et on le voit avec la façon dont les algorithmes fonctionnent sur les réseaux sociaux. En fonction de vos centres d'intérêt, ils vont vous nourrir d'informations qui correspondent à vos propres attentes. Et donc, parfois, on peut être convaincu que les choses progressent et quand on prend du recul, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. J'illustre mon propos. Là, je discutais hier avec Philippe Moati de l'Obsoco, qui est l'Observatoire Société et Consommation. Ils vont sortir une étude lundi sur les nouvelles tendances alimentaires et un phénomène dont on parle beaucoup, par exemple, sur l'alimentation végane, ne représente un très, très faible pourcentage de la population. Donc, parfois, on a aussi des effets loups médiatiques qui donnent l'impression que les choses avancent et ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc ça, c'est une première petite réponse. On a évoqué ce problème un petit peu de l'entre-soi déjà, et ce risque, notamment lié à cette seconde peau que font les algorithmes par rapport à tout un chacun. On pouvait penser que la plateformisation, alors je ne parle pas de celle de WeShare, mais celle dont on a beaucoup parlé, qu'a évoqué Clémentine, d'Uber, de Airbnb par exemple, était une forme de démocratisation de cette économie collaborative, et on s'aperçoit que assez rapidement, elles sont rentrées, et Karine l'a évoqué tout à l'heure, dans une récupération du modèle dominant, ce qui peut être un peu déprimant. Est-ce que c'est, comme il a été évoqué, un problème de distorsion d'échelle, par exemple? Est-ce qu'on est mieux disant quand on est collaboratif à une échelle plus réduite?
et quand on a donc plus de chances d'échapper à ces récupérations. Comment on peut analyser ça? Je sais qu'à un moment, vous avez changé de discours vous-même en 2 ans, c'est très rapide tout ça. C'est-à-dire vous illustriez favorablement cette diffusion large via par exemple Airbnb, et maintenant évidemment tout le monde en revient, puisque Airbnb, ce sont des impôts en moins qui peuvent financer indirectement tout un tas de services publics par exemple. Donc comment on appréhende, et je poserai la question aussi à Clémentine et à vous. En fait, c'était un risque, et le risque s'est avéré être bel et bien existant. Moi, je me souviens quand j'ai écrit Vive la co-révolution, puis après La vie chère, on avait beaucoup d'échanges avec Antonin Léonard, un des cofondateurs de WeShare. Et je lui ai dit un jour, attention, parce qu'avec ces nouvelles entreprises qui apparaissent, finalement, on est en train de marchandiser la plus petite part d'intime qu'on avait préservé jusqu'à maintenant. Et on avait déjà ce débat avant que ça se révèle vrai avec les dérives d'Airbnb ou des modèles comme Uber, en fait, et ses déclinaisons de la plateformisation. C'est-à-dire que sous couvert au départ d'offrir un service de mise en relation avec un échange, on va dire, assez humain, on a une dérive qui arrive parce que baisse du pouvoir d'achat, possibilité de se faire de l'argent, on est rentré dans une logique plus de profit, mettre en relief de la recherche au départ d'authenticité, de relations de confiance, de rencontres. Mais ça veut dire pour moi qu'il y a en fait 2 approches et dans les débuts de l'économie collaborative, on était enthousiaste parce qu'on se disait qu'il y avait des nouveaux modèles qui apparaissaient et qui existent encore, où justement l'authenticité et le pair à pair, basé sur une relation de partage et d'entraide qui fait sens, allait finalement pouvoir changer un peu la donne. Et on se rend compte qu'en fait, la plateformisation, c'est-à-dire l'outil numérique qui permettait ça, peut être aussi utilisé de manière très différente. Uniquement avec une recherche d'intérêt personnel, et dans ce cas-là on est dans une approche qui n'a rien de différent, ce qu'on connaît depuis toujours avec les approches capitalistes traditionnelles. Et donc à partir de là, ça veut bien dire qu'on a un outil et que comme d'ordinaire, quand on a un outil entre les mains, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est à nous d'y mettre les valeurs que l'on souhaite derrière. Et là-dessus, c'est à nous de dire oui, je continue à participer à Airbnb avec un système d'échange, ou alors j'en profite et je mets un concierge derrière et je me fais juste de l'argent. Est-ce que je veux soutenir un modèle comme Uber ou des livraisons Après, on peut ouvrir toute la réflexion autour du travail, mais je pense que moi, les valeurs que j'ai toujours portées dans ce mouvement, et dans la co-révolution, on avait tout un chapitre consacré à ça, c'était de dire il faut aller chercher dans ces outils collaboratifs les moyens de dépoussiérer et de donner un nouveau souffle à tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire. Et ça, on avait vraiment insisté sur ce propos pour dire c'est crucial. Anne-Sophie, je vous pose la question à vous, et puis on va rebondir avec les 3 autres intervenants, y compris avec la salle, pour dire que cet après-midi, on va voir des expérimentations très concrètes, très directes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être, y compris vous, aller chercher des expérimentations qui soient beaucoup plus ancrées dans le partage humain à des échelles relativement réduites, celle du quartier, celle de la petite association en milieu rural, celle du village, pour retrouver ces dimensions qui échappent un peu à la virtualité et donc à des formes de médiatisation et de récupération éventuelle. Est-ce que c'est peut-être pas là, par les petits cailloux, comme on l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de documentaires, et y compris dans vos travaux, comme le fait aussi le chercheur, comme Nicolas, avec la prise en compte d'un cas particulier sur une commune spécifique. Est-ce que ça peut être ça? N'oubliez pas non plus de lever le doigt, là. Moi j'en suis convaincue. C'est-à-dire que les plateformes collaboratives offrent
un modèle, mais qu'on doit surtout les utiliser à petite échelle. Et c'est-à-dire, ça serait une réponse que de dire finalement, on veut limiter l'intrusion de plateformes globales, mondiales, type Airbnb, ces grosses plateformes, pour plutôt se concentrer sur des modèles qui se répliquent à des échelles purement locales. Et ça, je suis convaincue que c'est une voie d'avenir. On a le modèle qui a été développé aux États-Unis avec le réseau BAL, c'est le Business Alliance for Local Living Economies, qui est vraiment ce modèle d'économie vivante où finalement on recrée un réseau d'entreprises et d'acteurs locaux qui se nourrissent eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on retrouve comme logique lorsqu'on utilise une monnaie locale, de dire finalement la richesse créée sur le territoire reste sur le territoire, nourrit le territoire. Et je pense qu'il faut vraiment fouiller, en tout cas développer ces logiques-là pour préserver. Et en fait, quand on le fait, au-delà de la richesse qu'on garde sur un territoire, c'est aussi préserver celle des autres territoires. Je pense notamment dans les logiques des changements bio qu'on a notamment sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Mieux relocaliser notre alimentation, c'est aussi permettre à des peuples qui habitent loin de chez nous et qui souvent sont des producteurs de ce qu'on importe, n'ont plus les moyens de vivre de leur propre production. Donc il faut réfléchir aussi à cette échelle globale. Et c'est tout le propos de ce que disait par exemple Colline Serrault dans Solutions locales pour un désordre global. C'est le même type de réflexion qui existe depuis très longtemps, mais qu'il faut vraiment développer pour les remettre au goût du jour aujourd'hui.